la grande remise au pas de l'armée russe. Donc on a vu, et on va en revoir quelques-unes, beaucoup de ces séquences où on a eu le sentiment que c'était une armée un peu de briques et de broc. Pas seulement en raison de la défaillance du matériel, mais en raison de la tenue des soldats eux-mêmes, qui semblaient n'en faire parfois qu'à leur tête, qui semblaient contester leur propre chef, qui semblaient, se laisser aller dans une tenue qui n'avait rien à voir avec nos canons, par exemple, sans doute dans l'armée française. Eh bien, une série de décrets plutôt discrets impose une nouvelle discipline, une remise en ordre générale. Ça va du plus anecdotique au plus lourd, ça va des sanctions contre les rebelles au règlement sur la tenue et sur l'apparence des soldats. Il y en a pour tous les goûts, mais ça ressemble à une grande reprise en main. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça annonce ? Qu'est-ce que ça signifie ? À quoi que prépare cette reprise en main ? Je vais vous poser la question dans quelques instants. D'abord, voyons précisément de quoi on parle. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quels sont précisément ces nouveaux règlements ou ces nouveaux décrets dont on parle ? Eh bien, tout est compilé dans un décret signé très discrètement par Vladimir Poutine le 30 décembre dernier et qui détaille le guide du parfait soldat, bien loin de ce que l'on a pu voir depuis le début de la guerre. Quelques exemples, le port de la barbe, jusqu'ici, il était toléré. Certains la portent fièrement, comme ces hommes qui viennent d'être mobilisés. Eh bien, c'est terminé. Désormais, rasage obligatoire pour tout le monde. Ces coupes de cheveux approximatives, terminées également. Fini les mèches qui dépassent du casque, cheveux coupés très courts de rigueur. Cela peut nous paraître anecdotique, pourtant ce sont les règles de base de toutes les armées du monde. Et c'est ce que demandaient les hauts gradés russes depuis quelque temps déjà, comme cet homme, Viktor Sobolev. Il est membre du Parlement russe et ancien haut gradé. Un soldat doit avoir l'air exemplaire, nous dit-il. S'il n'est pas soigné et mal rasé, cela ne le complimente ni en tant que personne, ni en tant que soldat. Autre exemple, l'équipement. Depuis fin septembre, tout au long de la mobilisation, on a aperçu certains uniformes disparates, parfois même débraillés, des hommes en pull ou même avec un bonnet bleu sur la tête. Vous allez le voir, eh bien, c'est terminé. Là encore, le décret rappelle que l'uniforme officiel, et seulement lui, est de rigueur. Et dans le même temps, la reprise en main se fait aussi sur les comportements, le contrôle des comportements, les sanctions contre ce qui est jugé comme étant des mauvais comportements. Oui, vous vous souvenez certainement de ces images, ce soldat qui prenait à partie son colonel, celui-ci parce que son casque et son gilet pare-balles étaient trop endommagés. Ce soldat, c'est Alexandre Leshkov, il l'insulte, puis vous allez le voir, il le bouscule violemment. Eh bien, la justice a décidé de sévir, il a été condamné à 5 ans et demi de prison pour son insubordination. L'antenne russe de la BBC a d'ailleurs documenté le durcissement des peines judiciaires sur 300 décisions rendues publiques qui concernent des soldats ayant abandonné leur poste. Presque toutes aboutissent à de la prison ferme, alors qu'avant, le sursis était majoritaire. Et puis, toujours à propos d'attitude et de comportement, une nouvelle règle fait beaucoup réagir. Les téléphones portables sont rigoureusement interdits. Pourquoi ? Eh bien, souvenez-vous du 1er janvier dernier, 89 soldats russes sont morts dans une frappe ukrainienne qui visait le bâtiment dans lequel ils s'étaient réunis pour le jour de l'an. Il a été établi que c'est l'usage du téléphone qui a permis aux Ukrainiens de les repérer et de bombarder l'endroit. Les réseaux sociaux sont eux aussi proscrits. Il s'agit d'éviter tout ce qui pourrait entraver la réputation de l'armée. Des vidéos de bagarres, vous en voyez encore, de tensions, de défaites et même des vidéos de soldats alcoolisés. On en a beaucoup vu ces derniers mois. Dernière en date aujourd'hui dans la région de Zaporijia. Regardez ces soldats, ils sont visiblement ivres, ils tanguent, ils sont dans un piteux état, incapables de combattre. Ce genre de vidéo ne devrait donc plus circuler, en tout cas en théorie. Enfin, le nouveau chef des opérations, le général Gerasimov, veut équiper ses unités de prison mobile. Là aussi, l'armée se structure et se discipline. Chaque bataillon sur le terrain aura sa propre prison portative, en général de simples conteneurs. Et là encore, le message est clair. En cas de manquement à la discipline, de rébellion ou de mutinerie, les soldats seront emprisonnés.
Merci Lucille. Tournons-nous vers le militaire sur ce plateau. Celui qui a exercé de nombreuses responsabilités. Parce que je rappelle que vous avez dirigé le renseignement militaire, mais que vous avez dirigé les forces spéciales françaises, entre autres faits d'armes. Général Gomard, d'abord, on reste sidéré que, au bout de 11 mois de guerre seulement, ou 10 mois, puisque c'était le 30 décembre, mais le décret commence à être appliqué ces dernières heures, on en soit à ériger des règlements qui sembleraient évidents dans n'importe quelle armée du monde. Oui, alors les règles en elles-mêmes ne me choquent pas, à part peut-être les prisons mobiles, parce que je n'ai jamais vu ça dans ma vie précédente. Mais pour le reste, avoir les cheveux courts, ne pas porter la barbe, paraît une évidence. Ce qui est bizarre, en effet, comme vous le soulignez, c'est que ça se passe maintenant. Je pense qu'il y a une vraie reprise en main de cette armée qui, à cause de la mobilisation, en fait, est un peu disparate, un peu hétéroclite. Et donc, ils veulent reprendre en main, donner une vraie discipline. Parce que je rappelle, dans le règlement militaire français, c'était la discipline et la force principale des armées. Et je pense qu'effectivement, c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une véritable reprise en main de cette armée russe qui, semble-t-il, dans laquelle on voyait, il y avait un armement dépareillé, des uniformes dépareillés. Et je pense qu'effectivement, il fallait reprendre ça en main de manière assez ferme, ce qui semble être le cas. Ce qui est bizarre, effectivement, c'est que ça n'a pas été le cas depuis le début, c'est-à-dire depuis le 24 février, et même avant le 24 février. C'est-à-dire que la discipline dont il est question est valable dans toutes les armées. Les cheveux courts, pas de barbe ou avec une barbe qui est réglementairement taillée, des uniformes qui soient les mêmes, à part peut-être dans le monde des forces spéciales où on voit des gens qui ont les cheveux peut-être un peu plus longs. Ah bon, aux forces spéciales, c'était un peu Bitnik et compagnie. Non, c'est pas Bitnik. Mais c'est vrai que on avait un regard un peu peut-être moins rigide et moins formel. Parce qu'il faut parfois se fondre voilà, il fallait plus dans l'environnement. Apparaître. Exactement. Donc, mais je trouve que, à part la prison mobile, je vous dis, qui paraît étonnant, le reste paraît, normal dans une armée, surtout si elle est en temps de guerre. Et l'affaire des téléphones portables me paraît une évidence. Moi-même ayant été sur le terrain, on avait interdit les téléphones portables, effectivement, pour éviter d'être localisés et éviter effectivement que les gens prennent des vidéos d'action et qu'ensuite ces vidéos se retrouvent sur des réseaux sociaux et donc on arrive à déterminer ce qui s'est passé, où ça s'est passé, etc. Donc ça me paraît une évidence qu'ensuite on permette aux gens de communiquer différemment en mettant des téléphones de campagne ou autre de façon à ce qu'ils puissent appeler leur famille parce que ce lien avec l'arrière est bon pour le moral des soldats. En revanche, effectivement, pouvoir localiser, comme ça a été le cas, semble-t-il, lors du 1er janvier, avec la mort de ces 89 soldats russes, me paraît une évidence. C'est-à-dire que l'armée russe, alors d'où ça vient? C'est une armée qui est un peu sous-encadrée, l'armée russe. C'est-à-dire qu'elle a des officiers, elle n'a pas ce corps de sous-officiers que l'on trouve dans les armées occidentales. Et qui, effectivement, ce corps des sous-officiers est absolument indispensable. C'est lui qui va maintenir la cohésion de l'ensemble, alors que les officiers sont plus dans la conception et que les sous-officiers vont plus être dans l'exécution. Et donc, auprès de la troupe, justement, pour la discipliner. Pour que les choses soient claires, vous avez dirigé les forces spéciales au moment du lancement de l'opération Serval pour sauver Bamako au Mali des djihadistes. Les colonnes de djihadistes descendaient sur Bamako. Ce sont les forces spéciales françaises qui les ont stoppées. Tout membre des forces spéciales à ce moment-là n'a pas le droit d'avoir son téléphone portable avec lui. C'est-à-dire que, oui, pour éviter, en effet, qu'on puisse être localisé. C'est ça. Et que les gens, éventuellement, prennent des films. Alors, bien sûr, on avait des caméras, ils avaient des caméras GoPro, c'est ce qu'on appelle des caméras GoPro, pour effectivement filmer, parce qu'ensuite, en retour d'expérience, c'est toujours intéressant de voir exactement la façon dont ça s'est passé et de pouvoir analyser sur des images exactement les adversaires qu'on avait en face. Donc oui, ça, c'est fait. Mais le téléphone portable, c'est non. Oui, parce que on le laisse avec les affaires. On laisse avec les affaires sur la base arrière, de façon à éviter effectivement d'être repéré, que les gens puissent appeler, pris d'un doute. Voyez, et ça libère le soldat, ou ça libère le soldat, j'allais dire, il a plus ce lien avec l'arrière, donc ça lui évite d'être tenté d'appeler. Oui, c'est une nécessité. Jean-Dominique, quand on voit toutes ces directives, on peut se dire peut-être qu'il y a beaucoup d'anecdotiques. Non. Après tout, être rasé de près, avoir la coupe réglementaire, pour vous, c'est du sérieux? Oui, c'est du sérieux. Christophe Gomard a dit l'essentiel, là. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'armée russe du début de 2023 n'est plus celle du début de 2022. C'est-à-dire que l'armée russe qui rentre en Ukraine, c'est une armée de professionnels.
C'est une armée d'engagés, c'est une armée de gens qui sont dans les unités militaires depuis des mois, des années même. Et puis, ils étaient à peu près 180 000, c'est le chiffre qu'on a. Si on en croit les chiffres qui circulent, la majorité d'entre eux ne sont plus dans l'armée aujourd'hui parce qu'ils ont été tués, blessés, ressortis. Et donc, ce ne sont plus les mêmes. Et ceux qui arrivent en ce moment, ce sont les anciens mobilisés ou des gens qui n'étaient pas là. Donc, c'est une autre armée. Et c'est une autre armée que le pouvoir politique et militaire doit prendre en main. Et clairement, c'est ce qu'ils font. Alors, ils le font à la russe, avec les prisons mobiles. Ça, c'est assez... notion effectivement assez étrange. Ça n'existe pas en France. C'est assez étrange, quand même. Et s'il y a, rappel à la discipline, c'est bien la preuve qu'il y avait indiscipline. S'il y a remise en ordre, c'est qu'il y avait désordre. Donc, effectivement... mais parce que, aussi, ce ne sont plus les mêmes gens. Il y a eu un renouvellement considérable des forces, et là, il y a une reprise en main. On peut ajouter très brièvement que c'est aussi pour faire la différence avec les unités genre Wagner. Les 40 000 types qu'on va chercher en prison, l'armée veut dire, nous, on est des vrais militaires, sérieux, on sait saluer nos chefs, on n'est pas des repris de justice qui ont ébouillanté leurs voisins ou assassiné leur grand-mère à coups de marteau. Donc, il y a aussi cet aspect de communication dans la rivalité entre l'armée et les groupes comme Wagner ou d'autres. On reste quand même étonné parce que tout ce qu'on avait en tête sur l'armée russe, la deuxième armée du monde, hyper disciplinée, la culture de l'ordre et de la violence contre tous ceux qui ne marchent pas droit. Et on en vient, encore une fois, des mois après, à dire « Attention, vous devez être tenue correcte exigée, l'uniforme et tutti quanti ». Emmanuel, c'est un peu l'armée Potemkin. C'est-à-dire que c'est une armée qui est supposée être disciplinée, ordonnée, mais avec toutes les aléas que l'on a évoqués. L'indiscipline, le manque de commandement sur le terrain... Et puis surtout, un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est que tout ce catalogue à la Prévert des bonnes pratiques va buter sur un autre élément. C'est que l'armée russe n'a pas forcément le matériel pour fournir de manière homogène à ses soldats. On se souvient qu'au moment de la mobilisation, il y avait un appel à se fournir directement en produits de premiers soins, parce que le service de santé des armées n'en avait pas suffisamment. Donc c'est aussi une façon de montrer que tout le monde doit être au diapason pour que le pays puisse fournir aux soldats russes qui vont aller sur le terrain les matériels dont ils ont besoin. La société se met en marche militairement pour que son armée soit au diapason de cette mobilisation qui désormais va aller crescendo. 500 000 aujourd'hui, peut-être beaucoup plus. Tout le monde s'y attend. Pour l'instant, on ne voit pas cette mobilisation arriver, mais tout le monde s'y attend. Tout le monde s'y attend et tout le monde s'y prépare. Je crois aussi... Mais Emmanuel, est-ce que ça va marcher ? C'est-à-dire, quand on prend des décisions comme celle-là, est-ce que c'est de nature à remettre de l'ordre et de l'élan dans une armée comme celle de la Russie ? Si les sanctions sont effectives et qu'elles sont effectuées, effectivement, la force de l'exemple sera mobilisateur. Maintenant, je ne suis pas certain qu'en édictant un certain nombre de ces règles, elles soient totalement respectées tout de suite. Ça va prendre du temps. Parce que la culture dans laquelle se sont inscrits un certain nombre de ces mobilisés était un peu dilettante, pour le dire ainsi, avec une formation minimale. On a évoqué le fait que sur le terrain, des gens avaient reçu une journée ou peut-être une semaine de formation. Donc, s'il y a cette remise en main, ça veut dire qu'il y a aussi une façon de présenter l'armée russe à la société russe, en mettant en avant que c'est une armée dont il faut être fier, qu'il faut soutenir et lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse exercer sa mission. Je ne la justifie pas, mais c'est comme ça que ça va être présenté. Anne, vous étiez en Russie, donc il n'y a pas longtemps, pendant 2 mois. Le regard porté par les Russes sur cette armée, est-ce que c'est un peu le même que celui qu'on a ici ? Est-ce qu'ils voient les mêmes vidéos ? Est-ce qu'ils font les mêmes constats ? Ou est-ce que non, les Russes considèrent toujours qu'ils ont la deuxième armée du monde, la plus efficace, la plus puissante ?
Non, alors d'abord, les Russes, non, ne voient pas les mêmes images que nous. Bien sûr que non, puisque ils voient les images de la propagande des télévisions d'État officielles. Alors, j'étais pendant 2 mois en Russie, j'ai surtout habité 10 ans en Russie, et j'ai surtout ma première expérience de la guerre sous des bombes russes en Tchétchénie, en 1999, 2000, 2001. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai jamais cru à cette histoire d'armée russe, la deuxième armée du monde. Vous, non. Mais non, parce que depuis longtemps, j'ai vu en pratique l'indiscipline dont on vient de parler sur ce plateau, l'indiscipline, le fait de l'armée russe, le fait qu'il y a véritablement des choses qui manquent, à savoir peut-être parfois même la notion d'honneur, hein, les pillages, la notion d'honneur qui est quand même le ciment de toute armée, qu'on ne voit pas, que je n'ai jamais vu en Tchétchénie. J'ai vu des massacres de civils en Tchétchénie. J'ai moi-même été sous des bombes russes dans des villages où il n'y avait pas de cible militaire. Donc c'était bien la preuve. Et donc ça se reproduit aujourd'hui, 25 ans plus tard, en Ukraine. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, cette armée russe, on tente de la moderniser. Et Gerasimov, qui est le chef d'état-major et qui est également aujourd'hui en plus en charge des opérations en Ukraine, et celui qui a débuté cette modernisation, puisqu'il est en poste comme chef d'état-major depuis 2012. Mais cette armée, elle est disparate, puisque nous avons des engagés, nous avons des mobilisés et nous avons des conscrits. Donc, si vous voulez, ça n'est pas une armée ni 100% professionnelle, ni 100% conscrits. C'est une armée qui est mixte. Et les Russes, aujourd'hui, pour la plupart, je vais vous dire, David, ils ont honte de leur armée. Même ceux qui sont pro-guerre et pro-Poutine. Ça, je l'ai bien entendu quand je leur en ai parlé. Parce qu'ils ont honte qu'elle n'arrive pas à gagner cette guerre. Et si elle n'arrive pas à la gagner, c'est bien qu'ils se rendent compte qu'elle est mauvaise. Malgré toute cette propagande, malgré ces images que nous voyons et qu'ils ne voient pas, ils se posent d'énormes questions. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, et ça a été très bien dit par Lucile, le décret de Vladimir Poutine a été signé très discrètement. Ce décret de fin décembre. Alors que nous avons vu des images, et ça, les Russes les ont vues, des images de Vladimir Poutine qui ne va pas sur le front, mais qui quand même, parfois, va dans des unités et se montre, se fait filmer en critiquant le fait que ces soldats ne sont pas équipés. Alors maintenant, la question qui est en toile de fond de ce constat. Qu'est-ce que cela augure ? Que prépare Vladimir Poutine à travers cette remise au pas ? Est-ce que c'est simplement, ça va présenter un peu mieux aux yeux du monde et on sera moins moqué ? Ou est-ce que c'est le prélude à ce que beaucoup annoncent, on en parlait il y a un instant avec Emmanuel, c'est-à-dire la nouvelle offensive russe annoncée pour le printemps, votre sentiment général? Moi, je pense que la nomination de Gerasimov comme général commandant les opérations, en fait, est le signe que toute la Russie se met derrière cette guerre en Ukraine, se mobilise derrière cette guerre en Ukraine. Et finalement, ça n'est qu'un des épisodes, c'est-à-dire cette reprise en main disciplinaire est un des épisodes qui va dans ce sens-là. Et donc, de fait, demain, après-demain, ou peut-être au printemps ou au début de l'été, les Russes se préparent à relancer une offensive. Ça, c'est une évidence. Et ils prennent le temps. Ils ont le temps, en fait, devant eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils tiennent une ligne de front, et je ne pense pas que les Ukrainiens arrivent à les déloger. Ils tiennent une ligne de front de façon à remonter à l'offensive. Et en fait, la nomination de Gerasimov est bien là pour montrer. C'est l'aspect, j'allais dire, c'est l'aspect de l'iceberg qui est visible. C'est-à-dire que derrière, effectivement, toute la Russie est mobilisée. Toute son économie est passée en économie de guerre. Donc les industries civiles se transforment en industries de guerre pour fabriquer des munitions, des chars ou autres. Et donc toute la Russie est avec une remise en ordre de l'armée. Une armée qui est mixte, avec des appelés, des mobilisés et des professionnels. Même si un certain nombre d'entre eux ont été tués, il en reste quelques-uns quand même. Donc en fait, c'est vraiment la nation russe en armes qui se mobilise face à l'Ukraine. Donc il faut peut-être y voir le signe, effectivement, que quelque chose est en train de se mettre en route. Je vous donne la parole, mais écoutez simplement Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN. C'est exactement le sens de sa déclaration. Alors lui, il en tire comme conséquence qu'il ne faut pas traîner pour armer l'Ukraine davantage, mais il fait d'abord ce constat. Il faut s'attendre à cette nouvelle offensive. Il ne parle pas de ce décret, mais ça s'inscrit dans cette dynamique. Écoutez-le. We have no indication that President Putin has changed his goals. He wants to control Ukraine and is planning new offensives. At this pivotal moment in the war, we must provide heavier and more advanced systems to Ukraine. And we must do it faster.
Ça, la conséquence, on en parlera dans un instant, il planifie de nouvelles offensives. Ça en est un nouveau signe pour vous, Jean-Dominique ? Ah oui, c'est évident. La Russie prépare une nouvelle offensive ou 2 nouvelles offensives, comme l'Ukraine. Bien sûr. Les deux préparent Les deux des côtés. offensives. La question, c'est que ni l'une ni l'autre, aujourd'hui, ne sont prêtes à conduire une offensive. Ils n'ont pas les capacités militaires, aujourd'hui, à conduire une offensive. C'est une sorte de course de vitesse, parce qu'effectivement, on voit manifestement les Russes, l'objectif politique affiché, c'est la conquête de l'ensemble du Donbass. Peut-être, donc tout le monde pense que l'offensive aurait lieu là, mais peut-être qu'on aura une surprise stratégique. Et les Ukrainiens eux-mêmes préparent une offensive. C'est pour ça qu'ils réclament autant d'armes, c'est pour ça qu'on leur donne autant d'armes. Et donc on est dans une course de vitesse, mais on ne sait ni quand, ni où, ni comment, parce qu'ils sont en train chacun de s'y préparer. Donc il n'y a aucun doute qu'on ne va pas rester là pendant des années sur ce front comme ça. Ça va bouger. Mais là, vraiment, on est incapable, même les acteurs, je pense que même Gerasimov comme Zaloujny, les 2 chefs d'état-major, aujourd'hui, on les aurait sur ce plateau en off, comme on dit maintenant, ils seraient incapables de vous le dire quand l'opération, parce qu'ils n'en savent rien, parce qu'ils sont en train de construire leur appareil, leur capacité d'offensive, et donc, voilà, mais évidemment, on va vers de nouvelles offensives. C'est comme ça que vous voyez les choses aussi. Oui, absolument. Dans cette génération de forces de part et d'autre, si on ne sait pas combien de véhicules blindés, de chars lourds et de systèmes d'armes dont on va disposer, c'est un peu compliqué pour cette planification. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une décision tout de suite, pour qu'au moment où il y a l'offensive, le chef d'état-major, les planeurs, les planificateurs en bon français, savent précisément quel système d'armes ils pourront disposer. Mais là, pour revenir à la Russie, à ces décrets, ça fait partie de ces signaux-là pour vous. Oui, il y a un autre signal qu'on n'a pas évoqué. Le président russe a besoin aussi de montrer aux populations qu'il a récemment intégrées dans la Russie qu'elles font partie de l'armée russe, notamment les milices du Donbass, qui n'étaient pas partie intégrante de l'armée russe. C'était des forces supplétives. Le force d'harmoniser la dimension ou la vocation d'harmoniser donne l'illusion, l'impression qu'il y a une armée russe qui, de facto, intègre les 4 oblats qui ont été intégrés, artificiellement, bien entendu, cela va sans dire, à la Russie. Mais je suis comme Jean-Dominique, pour l'instant, on ne sait pas où l'offensive pourra avoir lieu. Le front fait 800 km, il pourrait y avoir une percée de Kherson vers la Crimée. On pourrait avoir comme objectif de passer de Zaporijjia pour aller en direction de la mer d'Azov pour reconquérir Mariupol symboliquement, ou tout simplement essayer de gagner petit à petit, kilomètre par kilomètre, le front du Nord ou l'offensive de Kharkiv et la dernière victoire massive de la part des Ukrainiens. Au passage, petit tacle de ceux qui s'affichent peut-être en alternative à cette armée régulière russe, Prigojine et Kadyrov, le patron de Wagner et le patron des Tchétchènes. Prigojine y voit dans l'interdiction des tablettes et des smartphones une décision contre-productive. Les tablettes et les smartphones sont essentiels à la guerre moderne, indique-t-il, parce que grâce à cela, les combattants connaissent la situation générale et peuvent transmettre des informations vitales. Mais il n'a pas tort. Boum, dans les mollets. Désolée, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Parce que moi, j'étais aussi en Ukraine, sur le front du côté ukrainien. Les militaires ukrainiens possèdent ces tablettes et ces téléphones portables. En revanche, ce qu'ils arrivent à faire régner, c'est la discipline. Le fait que ces tablettes et ces téléphones portables sont utilisés à bon escient et pas n'importe comment, comme ça a été le cas pendant les vœux du président Poutine, donc la nuit du 31 au 1er, puisque c'est là où il y a eu cette frappe ukrainienne, quand ils étaient tous en train de téléphoner en regardant les vœux de Vladimir Poutine, parce que c'est ça la tradition russe, ils les regardaient à la télévision, et justement sur leur tablette, et ils téléphonaient à leur famille pour souhaiter la bonne année. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait repérer. Oui. Kadyrov, le président de la Tchétchénie. Alors là, c'est Oui, la la barbe. barbe, c'est un C'est la problème. barbe. C'est une attaque contre les groupes indépendants de soldats volontaires musulmans tchétchènes et par conséquent une islamophobie. Une Et islamophobie. pas faux non plus. Bien sûr. C'est pas faux non plus. Je suis désolé, mais la mienne est taillée à peu près. Oui, c'est pas celle de Kadyrov. Voilà. Il faut une main. Dans l'armée française, on n'a pas le droit de porter la barbe. Si, mais On a le droit de porter la barbe. le vrai sujet, c'est le port de ce qu'on appelle l'appareil normal de protection dans le cadre d'un combat chimique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que le caoutchouc recouvre bien le visage et qu'un gaz éventuel ne puisse pas s'infiltrer. Donc, en fait, Donc, c'est la donc seule. les barbes à la Jean-Dominique, ça passe. Si elle est bien taillée, Mais oui. pas à la Kadyrov. Mais pas à la Kadyrov. Et les barbes à la Kadyrov, Non, ça passe pas. ça passe pas. Ça passe pas. Bien, on évoque cette relance. Et je voudrais simplement évoquer
c'est pas un élément de contexte, mais c'est une petite musique qu'on semble discerner du côté de l'Ukraine, c'est-à-dire la naissance d'un doute. La naissance d'un doute. Donc on a déjà vu, on a vu en l'occurrence Volodymyr Zelensky dire il faut garder la foi, comme si l'Ukraine était en train de douter, comme si les Ukrainiens étaient en train de douter. Et puis on a vu aussi Arestovitch, qui était un ancien conseiller présidentiel de poids, qui a dû démissionner parce qu'il a fait une grosse gaffe. Il avait déclaré lors du bombardement de Dnipro et de cet immeuble de civils avec un bilan très très lourd, que c'était sans doute un missile antimissile ukrainien qui avait dévié la frappe russe Et qui était qui avait tombé du sur coup cet abouti immeuble. à cette frappe. Du coup, il a été démenti par l'armée, il a dû démissionner. Mais voilà ce qu'il déclare quelques jours donc après ces événements. Peut-être qu'il a retrouvé une liberté de parole. Oui. Malgré tout, on peut imaginer qu'il se sent toujours tenu quand même par ce qui se passe. Bien sûr. On ne peut pas imaginer que son amertume le conduise à dire n'importe quoi pour critiquer la guerre la guerre de défense menée par l'Ukraine. Et voilà ce qu'il déclare. En l'état actuel, arrêtons de penser qu'on peut gagner la guerre, qu'on peut gagner cette guerre. Écoutez. И если все думают, вот я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже. Как бы, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, от президента Польши, что месяц, и не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно, выживет ли Украина, она просто так было сказано, или он на основе какой-то информации говорил? Alors cet entretien, et ça ressemble dans sa mise en scène à un entretien vérité. On se demande même s'il sait qu'il est filmé. Il parle toujours comme ça, Arestovitch. Il parle toujours comme ça sur le faux ton de la confidence. C'est son ton habituel. Bon, Mais je suis quand même étonné de ce qu'il dit. vous êtes étonné de ce qu'il Oui, dit. je suis quand même étonné de ce qu'il On dit. n'a pas l'habitude d'entendre ça. Mais ceci dit, il a démissionné. Même s'il est plus en charge, oui, mais quelqu'un Mais il qui a était aussi démissionné proche aussi. de Zelensky, qui sait qu'il a fait une bêtise. Oui, enfin certains, beaucoup justement dans l'entourage de Zelensky, n'étaient pas contents que Arestovitch reste et ait cette importance-là dans l'entourage. Donc c'est pareil, c'est comme avec ces histoires de corruption. Si vous voulez, c'était le feu couvait avant la démission de ce conseiller Arestovitch qui aujourd'hui dit cela. Bon, mais le ton même de Zelensky, qui dit gardons la foi, comme si ça n'allait pas de soi. Jusqu'à présent, c'était une évidence. Il n'avait même pas besoin de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, je veux dire, disons-le clairement, après la reprise de Kherson en novembre, après la reprise d'Izium et de toute une région autour de Kharkiv en septembre, il y avait quand même cette idée que l'Ukraine allait de l'avant, L'excitation. que l'Ukraine avait l'initiative. Et c'est vrai que depuis Kherson, Depuis le mois de novembre, il n'y a plus eu de mouvement. depuis plus de 2 mois, depuis plus de 2 mois, l'Ukraine ne traverse pas une bonne phase, clairement. Ils ont énormément progressé septembre, octobre, voilà, pendant 2 mois, 2-3 mois. Là, c'est stabilisé, mais c'est stabilisé. La bataille de Bakhmout, Soledar, de toute cette région, ils sont vraiment en difficulté. Ils perdent beaucoup de gens. C'est pas une. Ils sont pas dans une bonne phase militaire. Ils prennent des coups. Ils n'en portent pas tant que ça pour l'instant. Alors il y a eu des choses spectaculaires, mais bon, oui, c'est pas la meilleure période qu'ils aient connue au cours des 6 derniers mois, on va dire, voilà. Mais il y avait eu une période comme ça, fin juin, début juillet, Avant l'été. lorsqu'ils ont perdu les villes de Sieverodonetsk et Lysychansk. Là aussi, ils n'étaient pas très bons. Et puis, à la fin de l'été, ils ont récupéré. Donc oui, pour eux, on est aujourd'hui dans un creux, clairement. Et donc, ça se traduit par des baisses de morale, des appels, des divisions. C'est assez naturel. Je pense que c'est bien qu'il y ait doute, en réalité. Parce que quand on a un doute, en fait, on se pose des questions et sans doute prendra-t-on des décisions qui permettront de rebondir sur ces doutes. Lorsqu'on est trop sûr de soi, en fait, on risque beaucoup plus. C'est-à-dire que le péché d'orgueil, ça existe et on risque d'aller sans doute trop loin. Le fait qu'il y ait doute et qu'effectivement, Zelensky dit qu'il faut garder la foi, c'est normal, c'est son rôle, c'est le chef, c'est le président, et qu'il demande plus d'armes que les Occidentaux vont sans doute lui donner, en particulier en termes de chars, pour redonner justement du moral et de la foi à son armée et à sa population. Mais pour moi, le fait qu'il y ait doute, oui, je rejoins ce que dit Jean-Dominique Merchet, c'est-à-dire qu'on est sur une phase où effectivement le front n'avance pas. À Bakhmout, Soledar, ils se prennent des obus, 20 000 obus jour quand même, c'est un truc, c'est dingue. Donc oui, de fait, c'est normal qu'il y ait doute. On est en pleine période de l'hiver.
je pense que les beaux jours revenant, sans doute le moral va remonter, et surtout avec l'arrivée d'armement occidental. Alors, on va en parler.